Alors, écoutez, bonjour et bienvenue à tous pour ce 4e webinaire organisé par le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition. Nous dégustons donc tout au long de la semaine un menu alléchant sous la forme d'un cycle de webinaires et c'est dans ce cadre-là que nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Laure Dinel, docteure en nutrition à l'Université de Bordeaux. Une petite rapide présentation vous concernant. Donc, en 2015, déjà, vous avez créé avec Véronique Payet, Sophie Leyer et Corinne Joffre la cellule Transfert NutriBrain, adossée au laboratoire NutriNeuro, dont vous êtes actuellement responsable. Aujourd'hui, vous intervenez sur l'impact de la nutrition sur le cerveau dans le contexte du vieillissement. Voilà, donc on a hâte de voir un petit peu justement toutes ces questions-là qui sont totalement d'actualité et comment on pourrait peut-être prévenir, on va dire, le phénomène du vieillissement grâce, on va dire, à une nutrition plus adaptée. Pour nos spectateurs et puis les personnes qui nous suivent, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le cadre de la partie Q et R tout en bas de l'écran à tout moment de l'intervention et nous y répondrons à la fin. Voilà. Sinon, pour ceux qui devraient nous quitter en cours de route, je vous rassure, un replay sera disponible pour revisionner cette intervention. Voilà, écoutez, Anne-Laure, c'est avec plaisir que je vous laisse vous présenter, enfin nous présenter surtout, ce plateau de fromage très alléchant. Bonne présentation. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation. Donc, comme il a été dit, je suis Anne-Laure Dinel, je suis chercheure dans un laboratoire qui s'appelle NutriNeuro, qui travaille sur l'impact de la nutrition sur les neurosciences, donc sur le cerveau. Et aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler de mémoire et de vieillissement. Donc, globalement, on sait à peu près tous que la population mondiale vieillit. Actuellement, en 2017, il y avait 962 millions de personnes qui étaient âgées de plus de 60 ans. Et ces chiffres vont augmenter puisque ça représentait 13% de la population mondiale et le prévisionnel, c'est qu'en 2050, cela représente 25% de la population mondiale, avec des chiffres aussi qui sont importants pour les personnes âgées de plus de 80 ans, puisqu'en 2017, cela correspondait à 137 millions de personnes. Donc forcément, ce vieillissement de la population, il est également associé à une augmentation de la dépendance. Et donc, le nombre de personnes âgées dépendantes va probablement doubler d'ici 2060. Et les chiffres de la dépendance sont assez importants puisque les personnes dépendantes peuvent être notamment logées en EHPAD et le coût mensuel médian en France d'un EHPAD, c'est d'environ 2 000 € par mois. Donc, le vieillissement de cette population, on a tout intérêt à ce qu'il se fasse en bonne santé parce que c'est un vrai enjeu de santé publique, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt de la prévention du déclin cognitif lié à l'âge par l'alimentation? Donc, le vieillissement, il est associé à un certain nombre de modifications physiologiques du corps, mais également du cerveau. Donc, on a une modification de la cognition, de la mémoire, qui peut être complètement normale, c'est-à-dire avec des altérations légères de la mémoire, parfois même inexistantes, et pas de modification de la qualité de vie. Mais on a une espèce de continuum avec des modifications qui peuvent être chez certaines personnes accélérées, voire pathologiques, et conduire à des pathologies de type neurodégénératif comme un Alzheimer. Donc, ce continuum de modifications, d'altérations cognitives, il peut être prévenu, notamment par un certain nombre de facteurs environnementaux, et l'alimentation en fait partie puisque c'est quelque chose dont on a accès toute notre vie et que l'on peut moduler. On sait que si on essaie de retarder l'apparition de 5 ans de ces symptômes de déclin cognitif, ça permettrait de diminuer de 50% le nombre de malades atteints de démence. Donc, c'est un chiffre très important et donc un enjeu majeur en termes de santé publique. Donc, je vais vous parler un peu de trajectoire cognitive. Qu'est-ce que la trajectoire cognitive? On considère qu'en fait, on est capable, tout au long de notre vie, d'avoir un certain nombre de facteurs qui peuvent moduler notre capacité à maintenir notre mémoire. Donc, on va avoir tous des facteurs qui sont génétiques, sur lesquels on ne peut pas faire énormément de choses, puis des facteurs environnementaux. Et donc, on va avoir une réserve cognitive, une capacité à maintenir cette réserve cognitive, et dans certains cas, des systèmes de compensation quand on a des altérations de cette réserve cognitive. Et ces différents points peuvent être modulés selon des différences individuelles qui vont conduire à un vieillissement cognitif différent selon les personnes. Et donc, on a un schéma qui est un peu idéal dans lequel on a une réserve cognitive qui est mise en place dès l'enfance
et qui va être suffisante pour ne pas se situer en dessous de la demande de mémoire avec l'âge. Et puis, on a un schéma qui est plutôt typique, qui est celui d'une réserve cognitive qui se met en place, mais qui n'est pas si importante que ça. Et avec le grand âge, on va avoir une réserve qui va être inférieure à la demande de mémoire. Donc, l'objectif que l'on a avec la nutrition, c'est de prévenir cette altération et de maintenir donc un déclin cognitif réussi par rapport à un déclin cognitif qui pourrait être accéléré. Donc, je vais d'abord vous parler de nutrition et d'altération cognitive. Globalement, la nutrition, elle va agir sur différents aspects du vieillissement. Donc, la nutrition va apporter des molécules bioactives et le vieillissement, il est associé à un certain nombre de corrélats neurobiologiques, dont la neuroinflammation, la plasticité neuronale. Donc, on a des diminutions de plasticité neuronale, on a une modification du réseau entre les neurones et la glie, donc les cellules, on va dire, globalement de l'immunité. Les modifications de la neurogénèse, puisque ce que l'on sait depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est que notre cerveau est en mesure de faire des nouveaux neurones dans des zones spécifiques du cerveau, notamment au niveau de l'hippocampe, et que cette neurogénèse, elle va être diminuée fortement avec l'âge et participer notamment à la mise en place de ce déclin cognitif. On va avoir aussi des modulations de la nutrition au niveau de l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est un corrélat du déclin cognitif, puisque on a à peu près 15% de la population âgée qui présente des troubles de type anxieux et que ces troubles de type anxieux, ils vont exacerber le déclin cognitif chez ces patients. Et enfin, on a une modification de la biodisponibilité des nutriments avec l'âge. Donc, l'ensemble de ces facteurs peuvent être modulés par la nutrition et c'est tout l'objectif du travail que l'on mène au sein du laboratoire pour prévenir la mise en place de ce déclin cognitif. Alors, dans cette présentation, je vais peu vous parler de dénutrition, puisque ça concerne moins mon travail, mais je vais vous en parler un peu quand même. Donc, ce que l'on sait depuis de nombreuses années, c'est que dans les pays occidentaux, il y a de nombreuses études qui ont montré qu'il y avait un lien fort entre dénutrition et augmentation du risque de démence. On sait que des personnes âgées dénutries en état de fragilité sont plus à risque de démence. Mais on sait aussi qu'en fait, dès 50 ans, on va avoir un impact de cette nutrition sur nos facteurs de risque de démence. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que des personnes qui sont dénutries, donc la courbe verte, ont un risque de démence plus important que des personnes qui ont un indice de masse corporelle normal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est similaire aux personnes qui sont en surpoids. Et on parlera de l'obésité dans la slide suivante, mais comme vous pouvez voir, on a donc un impact fort de l'indice de masse corporelle sur la prévalence de la démence, et c'est là dès 50 ans. Donc ça, c'était pour la dénutrition. La dénutrition, elle peut aussi s'entendre par les aspects d'obésité et de troubles métaboliques. Donc cette carte, elle est assez connue. Elle montre l'augmentation de l'incidence des troubles métaboliques dans la population mondiale. Et comme vous pouvez le voir, on a une augmentation majeure de l'indice de masse corporelle dans la population. Et forcément, c'est associé à une augmentation des troubles métaboliques. En France, les chiffres qui ont été publiés en 2020 sont qu'à peu près un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité. Ça représente également 17% de la population qui souffre d'obésité, soit environ plus de 8 millions d'individus. Et ces personnes qui sont en situation d'obésité, donc ils ont un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30, il y a une variation selon l'âge, avec une augmentation avec l'âge, puisqu'on a environ 16,7% de la population des 35 à 44 ans et plus de 19% chez les 65 ans. Et les chiffres actuels montrent qu'on a également une corrélation entre cette obésité et le déclin cognitif, comme je vous le montrais dans la graphique précédente. Et ce qu'on considère, c'est que cette situation d'obésité, elle est similaire à un vieillissement accéléré, puisqu'elle va être associée à une accélération de l'apoptose et de l'autophagie, qui sont des marqueurs forts du vieillissement. Elle a des effets similaires sur le stress et sur l'hypertension, et donc elle entraîne un déclin cognitif 22,5% fois plus rapide chez des sujets âgés de 55 ans, obèses, par rapport à des sujets avec un poids normal. Donc on a vraiment un impact de cette nutrition sur les capacités cognitives avec l'âge.
que ce soit par la dénutrition ou par la malnutrition avec ces situations d'obésité. Mais on sait aussi que la nutrition peut avoir une action préventive sur ces pathologies cognitives. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des régimes qui sont classiquement étudiés dans le monde et qui sont des vrais sujets d'interrogation dans la recherche. Donc, le premier que tout le monde connaît, c'est le régime méditerranéen. Donc, ce régime méditerranéen, c'est le régime traditionnel de ce bassin méditerranéen qui est étudié depuis les années 60, qui est un régime qui est riche en fruits et légumes, qui est riche en oméga 3, apporté à la fois par des végétaux, mais également par une consommation importante de poissons. Il y a peu de consommation de viande et puis c'est un régime qui apporte aussi énormément de polyphénols et qui est basé quand même sur un substrat qui est de dire que c'est aussi un régime qui est consommé par des gens qui ont une activité physique régulière. Je ne parle pas de ça dans cette présentation, mais c'est important d'avoir ça en relief. Toutes les études que l'on voit, elles sont aussi très associées à cette condition physique qui doit être importante. Et il y a aussi de nombreuses études qui montrent qu'une diminution de l'activité physique va entraîner une augmentation du déclin cognitif chez les personnes âgées et que l'on peut avoir une action préventive, puisqu'une augmentation de l'activité physique va protéger de ce déclin cognitif et que cette augmentation d'activité physique, elle n'a pas besoin d'être tout au long de la vie. Elle peut être juste, il y a des études qui montrent que sur les 3 derniers mois par rapport à l'étude, une augmentation d'activité physique va permettre une restauration des capacités cognitives dans les populations âgées. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et en tous les cas, quand on considère ce régime méditerranéen, ce qu'il a été montré, c'est que ce régime méditerranéen, il va diminuer de 21% le risque de développer des troubles cognitifs et de 40% le risque de maladie d'Alzheimer dans ces populations qui consomment un régime méditerranéen. Donc, c'est vraiment un impact majeur de cette nutrition sur la survenue de pathologies neurodégénératives. Un deuxième régime qui est assez bien connu et caractérisé maintenant, c'est le régime DASH, qui est un régime qui a été mis en place aux États-Unis pour la prévention de l'hypertension. Donc, c'est un régime qui est pauvre en sodium, qui a des caractéristiques assez proches finalement du régime méditerranéen, très riche en légumes et en fruits, riche en céréales, en consommation de graines également. Et ce régime, il a été étudié sur des études épidémiologiques et ce qu'il a été montré, c'est qu'on a une diminution de 28% du risque de développer une démence, des altérations cognitives et un risque de 40% à peu près de développer des maladies de type Alzheimer. Enfin, depuis quelques années, un certain nombre de chercheurs travaillent sur le régime MIND, qui est un mélange entre le régime méditerranéen et le régime DASH. Donc, il y a un régime qui a pour but de limiter les pathologies neurodégénératives. Et sur une étude qui a été menée sur environ 1000 personnes sur 5 ans, ils ont montré qu'il y avait un déclin cognitif plus lent chez ces personnes qui suivaient ce régime MIND et que c'était associé également à un risque plus faible de maladie d'Alzheimer. Donc, on a vraiment un impact majeur de cette alimentation sur les capacités cognitives. Mais comment l'alimentation peut-elle prévenir en fait ce déclin cognitif? Quels sont les liens entre cette nutrition et notre capacité à maintenir notre cerveau en bon état? Donc, au sein du laboratoire, nous, notre question, en tous les cas, notre hypothèse principale, c'est l'hypothèse de la neuroinflammation. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les questions de quels sont l'impact de ces molécules bioactives sur la neuroinflammation. Donc, pour essayer de bien comprendre ce que c'est cette neuroinflammation, on va parler de microglies. Donc, les microglies, ce sont les cellules de l'immunité innée, qui sont des cellules centrales et qui vont être capables de se moduler en fonction de leur nécessité à adapter leur réponse à une inflammation. Donc, on a la microglie qui peut être dans un état homéostatique. Et à ce moment-là, elle a plutôt une activité de screening, d'aller regarder ce qui se passe dans son environnement et de répondre s'il y a un problème, une inflammation. Et ensuite, elle va adopter 2 phénotypes différents. Un phénotype M1 qui est plutôt pro-inflammatoire et qui va permettre la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et de chymokines. Et un phénotype M2 qui est anti-inflammatoire et qui va participer à la réparation tissulaire et à la phagocytose. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'au cours du vieillissement, on va avoir une inflammation qui va être à bas bruit, on appelle ça une inflammation de bas grade, et qui va conduire finalement à ce qu'on ait des microglies qui soient plutôt dans un état de type M1 et qui peuvent même se transformer
dans un phénotype qu'on appelle MGND pour neurodégénératif. Ce phénotype MGND, que l'on trouve énormément chez les patients qui ont des pathologies neurodégénératives, est un phénotype plutôt pro-inflammatoire et il va donc entraîner la sécrétion de cytokines inflammatoires qui vont interagir avec les neurones et participer à la mise en place d'un déclin cognitif. Donc l'objectif vraiment de notre travail et de l'étude que l'on fait sur les nutriments est d'aller essayer de maintenir plutôt un phénotype plutôt M2 ou homéostatique dans la population. Donc, quels sont les nutriments d'intérêt? Donc, un des nutriments les plus connus, ce sont évidemment les oméga 3. Donc, les oméga 3, ils peuvent être apportés différemment. Donc, les plus connus sont le DHA et le PA. Ils peuvent être synthétisés par l'organisme si on est en mesure d'apporter un certain nombre de précurseurs, notamment en consommant des végétaux comme de l'huile de colza, du lin, des graines, etc. Mais ils peuvent être apportés également de façon directe par l'alimentation, notamment en consommant des poissons gras de type saumon, sardines, etc. Donc, quels sont les apports de ces oméga 3? D'abord, ils ont des propriétés immunomodulatrices. Donc, ils vont être en mesure de diminuer l'expression des cytokines pro-inflammatoires. Donc, ça a été montré à la fois sur des modèles in vivo et sur des modèles in vitro. Ils vont également diminuer la voie de synthèse des marqueurs de l'inflammation de type NF-κB, JAK-STAT et JNK. Et ils vont augmenter ce phénotype microglial M2, donc ce phénotype plutôt anti-inflammatoire. Et ensuite, ce qu'ils sont capables de faire aussi, c'est de participer à la synthèse de dérivés lipidiques bioactifs qu'on appelle les oxylipines. Donc, les oxylipines, ce sont des dérivés issus des lipides qui vont participer à la résolution de l'inflammation et qui sont très étudiés en ce moment puisqu'ils sont des acteurs majeurs modulés par la nutrition. Les oméga 3 sont également en mesure de moduler la neurogénèse et la survie neuronale et ils vont avoir un rôle sur la plasticité et la transmission synaptique. Cependant, on sait qu'avec l'âge, il y a une diminution du DHA dans les membranes cellulaires cérébrales, parce que le DHA est un constituant majeur des membranes de nos cellules du cerveau. Donc, on va avoir une diminution de cette accrétion du DHA au niveau des membranes cellulaires et une diminution aussi de la biodisponibilité de ces oméga 3. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites pour montrer le lien entre cette consommation en oméga 3, qu'on appelle aussi AGPI N-3, donc acide gras polyinsaturé à longue chaîne N-3, et le déclin cognitif. Donc, chez l'homme, il y a eu des associations positives qui ont été faites entre cette consommation d'AGPI N-3 et le ralentissement du déclin cognitif. Mais il y a également un certain nombre d'études précliniques qui montrent que quand on supplémente les animaux avec du DHA, on a un effet sur la mémoire et que cet effet est médié notamment par l'inflammation avec une diminution d'un certain nombre de marqueurs pro-inflammatoires comme les cytokines IL-1β et IL-6. De façon intéressante, on sait également que la population mondiale consomme peu d'oméga 3, en tous les cas pas assez par rapport aux recommandations faites par notamment l'OMS. Et donc, notamment, la population française va consommer environ 137 mg par jour de DHA, alors que les recommandations sont de 250 mg par jour. Et en termes d'EPA plus DHA, on est à 238 mg par jour au lieu des 500 mg par jour. Donc, on a vraiment un levier d'action qui peut être fait sur cette consommation d'oméga 3. Un autre nutriment qu'on a majoritairement étudié au laboratoire sont les peptides de petits poids moléculaires. Donc, ces peptides de petits poids moléculaires, ce sont des peptides bioactifs de 2 à 20 aminoacides. Donc, c'est vraiment des séquences peptidiques très courtes qui sont inférieures à 1000 Dalton. Quels sont les effets de ces petits peptides? Donc, d'abord, ils vont avoir des propriétés anti-inflammatoires qui ont été montrées notamment en périphérie, avec une diminution de l'expression des cytokines pro-inflammatoires et encore une fois, une diminution de la voie de synthèse de NF-κB, JAK-STAT et JNK. Mais ils ont également des propriétés anxiolytiques. Donc, comme je vous l'ai dit en présentation, il y a chez cette population âgée un risque accru de déclin cognitif quand il y a également associé un développement de troubles anxieux. Et en fait, ce qu'il a été montré, c'est que ces peptides de petits poids moléculaires, ils vont diminuer ces scores d'anxiété chez l'homme. Ils vont également modifier les comportements de type anxieux. Ce sont des études qui ont été menées chez les animaux. Ils vont diminuer la sécrétion plasmatique de corticostérone en réponse à un stress aigu. Alors, il la diminue, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de corticostérone en réponse au stress de façon complètement normale. Il y a une réponse qui est cohérente au stress. Par contre, il y a un retour à l'homéostasie qui se fait de façon plus rapide et qui est associé à une modulation des gènes de réponse au stress
qui sont des gènes à la fois classiques de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc de l'axe de réponse au stress, mais également des gènes associés à un certain nombre d'autres facteurs comme la structure des neurones, le cycle circadien, etc. Et donc, on a toute une modulation de ces gènes de réponse au stress. Au laboratoire, dans le cadre d'un projet collaboratif qui s'appelle Brain Booster, on a étudié l'impact de ce mix oméga-3 et peptides de petits pois moléculaires issus de l'hydrolysa de sardines, de coproduits marins issus de la sardine. Et on a étudié l'impact de ce mix, de cette hydrolysa, dans un premier temps sur l'inflammation. Donc, on est allé regarder ce qui se passait chez les animaux qui subissaient une inflammation aiguë. Donc, ce que l'on voit de façon classique, c'est qu'une injection de LPS a entraîné une augmentation classique de cytokines pro-inflammatoires de type IL-6, IL-1β et TNF-alpha. Par contre, quand on leur donne de l'hydrolysa pendant 18 jours par gavage, on a une diminution de la réponse inflammatoire chez ces animaux, que ce soit pour l'IL-6, pour l'IL-1β ou pour le TNF-alpha. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de façon plus importante que si on leur donne que du DHA, alors que de nombreuses études avaient montré le bénéfice du DHA seul sur cette inflammation. Donc, on a vraiment une réduction de l'expression de cytokines pro-inflammatoires induite par le LPS au niveau de l'hippocampe. Ce qu'on a également montré, c'est que ces peptides de petits pois moléculaires associés à ces oméga-3 étaient capables de moduler ces fameuses oxylipines. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation de la synthèse des précurseurs de la résolvine D, une augmentation de la précurseur de la marésine et une augmentation de la marésine. Donc, on a vraiment une augmentation des marqueurs des dérivés du DHA qui sont impliqués dans la résolution de l'inflammation suite à une inflammation aiguë. Donc, tous ces éléments associés à l'inflammation nous ont permis de nous dire qu'on avait peut-être une piste là pour aller travailler sur le déclin cognitif, puisque c'est un des corrélats de cette inflammation. Donc, on a regardé ce qui se passait, c'est des souris âgées, et on a regardé notamment ce qui se passe au niveau de la microglie. Et ce que l'on voit, c'est que des souris qui sont supplémentées avec ce mix oméga-3 et peptides de petits pois moléculaires ont une augmentation des marqueurs de la microglie homéostatique, notamment de TGF-bêta, une diminution des marqueurs de la microglie de type MGMD, avec une diminution du marqueur TREM2, et une augmentation de la synthèse, enfin de l'expression de CLEC7A, qui est un marqueur de la phagocytose. Donc, on a vraiment une modification de la signature vers une signature plutôt homéostatique et une augmentation de la phagocytose avec cette supplémentation. Ceci est associé à des modifications de la mémoire, puisqu'on a testé la mémoire chez nos animaux avec des tests très classiques qui testent plutôt la mémoire épisodique, donc la mémoire qui est altérée chez l'homme avec le vieillissement, parce qu'on a également des altérations de la mémoire chez nos animaux avec le vieillissement. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les souris âgées vont présenter une altération de la mémoire, puisque dans un test qui est appelé un test en Y, où les animaux doivent reconnaître le bras nouveau par rapport au bras familier, les animaux ne sont pas capables, les animaux âgés, les souris âgées ne sont pas capables de reconnaître le bras nouveau par rapport au bras familier. Par contre, quand elles sont supplémentées avec cette hydrolysa, elles reconnaissent parfaitement le bras nouveau par rapport au bras familier. On a également testé cette mémoire sur de la mémoire à long terme avec un test qui s'appelle la piscine de Maurice, où on place les animaux dans une piscine et l'objectif, c'est de retrouver une plateforme, la zone de la plateforme, pour pouvoir sortir de la piscine. Et ce que l'on voit, c'est que nos animaux âgés ne sont pas capables de différencier le cadran cible par rapport au hasard, alors que les animaux supplémentés, âgés et supplémentés, discriminent parfaitement le cadran cible. Donc, cette supplémentation en hydrolysa va permettre une amélioration de la mémoire à court et à long terme. Actuellement, on est en train de mener une étude clinique pour faire suite à cette étude. Les critères d'évaluation sont la mémoire épisodique, la mémoire de reconnaissance verbale, la mémoire de travail et les niveaux de stress perçus. Et il y aura également associé une évaluation des marqueurs biologiques avec un profil en acide gras qui sera fait sur les globules rouges, puisqu'ils sont un très bon marqueur de ce qui se passe en centrale, et l'évaluation des oxylipines et du cortisol. Donc, cette étude, elle est en cours actuellement. On est encore en train de recruter des patients. Donc, je vous invite à communiquer auprès de vous et de vos patients, notamment, pour cette étude. Si les gens souhaitent s'inscrire, il faut qu'ils contactent le CHU. Donc, les autres nutriments que l'on a beaucoup étudiés au laboratoire, ce sont les polyphénols.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont des polyphénols. Les polyphénols, c'est très, très varié. C'est une grande classe de nutriments qui comporte énormément de nutriments, mais on les retrouve essentiellement dans les fruits rouges, dans le chocolat, dans le vin également, notamment à Bordeaux, dans le café, dans le thé, dans les olives. Donc, c'est un acteur majeur, un des nutriments que l'on peut absorber dans notre alimentation. Et ils vont avoir des effets très variés sur notre organisme, notamment des effets anti-inflammatoires, mais ils sont aussi connus pour maintenir la fonction musculaire, pour limiter la diminution de pression sanguine, stimuler les défenses antioxydantes, avoir des modifications au niveau de l'insulinorésistance, et puis ils vont réduire également l'anxiogénèse. Donc, c'est vraiment un nutriment qui a une valeur santé très importante. Donc, il y a une étude récente qui a étudié les effets de ces intrants en polyphénol sur les risques de démence chez les personnes âgées. Donc, elle a porté sur environ 1330 personnes en bonne santé. Il y a eu un suivi sur 12 ans. Et ce qui a été montré, c'est que, en fait, la population qui consomme le plus de polyphénol a une diminution de 50% de son risque de développer des démences, quel que soit le type de démence, par rapport à la population qui consomme le moins de polyphénol. Donc, on a un apport important en polyphénol qui réduit de 50% le risque de démence et de maladie d'Alzheimer. Donc, ce résultat, cette étude assez récente, avait déjà été démontré, enfin, les premières preuves avaient été portées en 2007, où dans le cadre de l'étude PACWID, ce qu'il avait été montré, c'est que des forts apports en polyphénol amélioraient le score d'évaluation cognitive dans la population. Puis, il y avait des études interventionnelles qui avaient également été faites, qui avaient été montré que des supplémentations, enfin 12 semaines de consommation de jus de raisin ou de jus de bleuet permettaient une amélioration des performances d'apprentissage verbal et des performances de mémoire, également chez les sujets âgés. Donc, on avait déjà un certain nombre de preuves de l'impact de ces polyphénols sur la population et sur l'âge et le déclin cognitif. Récemment, au sein du laboratoire, nous avons mené une étude qui s'appelle Neurophénol. Cette étude, elle a d'abord eu toute une partie préclinique et puis une partie clinique. Je vais d'abord vous présenter les résultats de la partie clinique. Donc, on a pris une population de personnes de 60 à 79 ans en bonne santé, notamment en bonne santé cognitive. Et ce qu'on a montré, c'est d'abord qu'au sein de cette population, même si cette population était considérée comme saine, on pouvait séparer la population en différents quartiles, avec notamment des gens qui avaient une mémoire qui était non pathologiquement altérée, mais qui avaient quand même une mémoire qui était plus faible que les gens de leur âge, donc qui correspondait à une mémoire de personnes plus âgées. Et en fait, ces personnes, quand on leur donne la supplémentation avec ce mix de polyphénol issu de raisin et de bleuet, donc c'est une supplémentation qui a été faite pendant 6 mois, ils vont avoir une récupération de leur mémoire et qui va être une récupération qui est équivalente à peu près à 10 ans. C'est-à-dire que des gens qui avaient une mémoire équivalente à une mémoire de personnes de 60 à 79 ans se retrouvent avec une mémoire plutôt de personnes de 60 à 69 ans sur un test qui est le test de PAL, donc on va considérer le nombre d'erreurs sur répétition de mots. Et ceci, ce qu'on a montré, c'est que c'était associé dans des études précliniques, où on montre également des récupérations chez nos animaux des capacités cognitives. C'est associé à ça favorise ces polyphénols, cette supplémentation, la plasticité synaptique, et ça améliore la neurogénèse, ça préserve la neurogénèse. Donc, encore une fois, là, on a un certain nombre d'indices qui montrent qu'on a une amélioration de ce déclin cognitif, une prévention de ce déclin cognitif avec les polyphénols. Donc, comment peuvent agir ces polyphénols? Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide un peu dense, mais globalement, ce qu'il a été montré, c'est que, par exemple, le resveratrol pourrait agir en inhibant COX, mais également en inhibant les voies de synthèse de NF-κB, des MAP kinases et de la régulation génique des cytokines pro-inflammatoires de type IL-6, IL-1β et TNF-alpha. Donc, en plus de ce rôle assez connu des polyphénols sur les capacités antioxydantes, on a un vrai rôle des polyphénols sur l'inflammation et notamment la neuroinflammation. Et très récemment, ce qu'il a été montré, c'est que les polyphénols peuvent agir également sur ces fameuses oxylipines. Donc là, je vous présente un tableau qui représente toutes les oxylipines qui peuvent être testées chez l'homme. Donc là, ça a été testé sur des neutrophiles humains isolés. Et en fait, tout ce qui est coloré, ça montre sur
sur quelles sont les oxylipines qui sont modulées par le resveratrol ou par l'epsilon viniférine. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a énormément d'oxylipines qui sont modulées par ces polyphénols. Donc, on a une vraie action de ces polyphénols sur la résolution de l'inflammation. Il y a d'autres études qui ont montré que, par exemple, les consommations d'acide férulique permettaient de réduire chez les animaux le nombre de cellules microgliales. Donc, c'est des souris qui ont été soumises à une injection de LPS. Et ce que l'on voit, c'est que les souris qui sont supplémentées avec l'acide férulique et qui ont reçu le LPS ont une diminution du nombre de marqueurs IBA1, qui est un marqueur de la cellule microgliale, et qui s'est associé à une diminution de marqueurs de l'inflammation de type INOS, COX-2, TNF-alpha et l'interleukine 1 bêta. On a également une étude assez récente de 2009 qui montre que des animaux qui sont supplémentés avec du resveratrol vont avoir une diminution d'interleukine 1 bêta lorsqu'ils sont soumis à une injection de LPS et que ceci est associé à une amélioration de leur capacité cognitive puisque les souris âgées qui ont reçu une injection de LPS ne peuvent pas retrouver cette fameuse plateforme dans toujours ce test de la piscine de Maurice, alors que les souris supplémentaires retrouvent parfaitement la plateforme. Donc voilà les données sur les polyphénols. Et donc globalement, pour conclure, que faut-il manger? Donc ce que nous, on pense au laboratoire, l'idée, c'est qu'il faut choisir ces nutriments pour augmenter cette fameuse densité neuronutritionnelle de son alimentation. Donc, il faut essayer de favoriser les oméga-3, notamment les oméga-3 à longue chaîne, en essayant de suivre ces recommandations qui sont de 500 mg par jour de PA plus de DHA, donc en consommant des poissons gras de type sardines, saumon, mais en favorisant aussi les sources végétales qui contiennent les oméga-3, notamment en consommant des noix, des graines de lin, de l'huile de colza, etc. Mais il faut aussi être en mesure de favoriser des aliments qui sont riches en polyphénols. Par exemple, quand vous avez le choix de consommer une pomme, plutôt prendre une pomme à peau rouge, plus riche en polyphénols, du raisin noir, plus riche en polyphénols que du raisin vert, et de la patate douce, plus riche en polyphénols que de la pomme de terre classique. Donc, ce sont des choix au quotidien qui peuvent favoriser un peu cette consommation de polyphénols dans notre alimentation. Et puis, en termes de point de vue du professionnel de santé, il est important aussi de ne plus penser la nutrition par nutriments, mais plutôt par combinaison de nutriments. Donc, on avait tendance à un moment à penser que voilà, on pouvait jouer uniquement sur un facteur, un nutriment. C'est important vraiment de penser en termes de synergie, puisqu'en fait, ces nutriments vont avoir des impacts sur différentes cibles, sur différents processus neurobiologiques qui vont tous impacter ce déclin cognitif. Et donc, il faut vraiment chercher à viser ces effets synergiques. Il faut également définir des combinaisons de nutriments optimales. Et puis, le plus important, c'est de repérer des populations à risque de déclin cognitif. Donc, c'est vraiment le travail qu'on essaie de faire, notamment dans un nouveau projet collaboratif. Notre objectif, c'est de définir un certain nombre de biomarqueurs prédictifs de ce déclin cognitif dans la population et d'essayer ensuite d'apporter des solutions nutritionnelles préventives et personnalisées. Donc, avoir des combinaisons optimales de nutriments et surtout de pouvoir les donner à des populations en fonction de leur histoire nutritionnelle, mais également de leur histoire inflammatoire, de leur capacité cognitive, voilà, de prendre ensemble un certain nombre de facteurs pour avoir une nutrition préventive et personnalisée. Et je conclurai juste par cette phrase de Kofi Annan qui dit que les graines d'un vieillissement en bonne santé se sèment tôt. Donc, à nous maintenant de définir à quel âge il est important de faire de la prévention. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Laure Dinel. C'était vraiment une présentation de grande qualité scientifique. J'espère que on va avoir pas mal de questions à ce sujet-là. Je vais peut-être commencer par la mienne parce que c'était justement sur la slide précédente. C'est pas très poli, mais tant qu'à faire de rester dans le sujet. Vous parliez justement de ces solutions nutritionnelles personnalisées. Est-ce qu'on sait un peu comment on va pouvoir faire pour personnaliser ces solutions nutritionnelles? Est-ce que ce sera par simple prise de sang? Est-ce qu'au contraire, ce seront des bilans beaucoup plus, on va dire, neuronaux, je ne sais pas comment on peut dire ça? Alors, c'est vraiment l'enjeu actuel de la recherche, cette nutrition et globalement cette médecine préventive et personnalisée. Et c'est assez compliqué, notamment parce qu'actuellement, notamment dans la pathologie d'Alzheimer, on n'est pas en mesure de
de faire de la prévention parce que les marqueurs que l'on a, ce sont des marqueurs qui arrivent trop tardivement. En fait, on sait que les gens ont une pathologie d'Alzheimer quand on voit les troubles cognitifs, sauf qu'en fait, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont des modifications avec l'apparition de plaques amyloïdes, par exemple. Donc là, les objectifs, c'est d'aller essayer de trouver des biomarqueurs qui seront périphériques, donc sanguins, à la fois des biomarqueurs, par exemple, nutritionnels, se dire que des gens avec un statut nutritionnel bas, par exemple, en certains nutriments, sont peut-être des gens plus à risque, avec un certain nombre également de marqueurs biologiques. On sait également que des gens avec des profils inflammatoires à bas bruit sont des gens plus à risque, avec la présence de certains marqueurs spécifiques sont peut-être plus à risque. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour essayer de définir ces biomarqueurs. Et puis après, mais comment on fait? Parce que le problème, ce n'est pas uniquement de définir ces populations, mais ensuite, c'est d'être en mesure de les traiter. Et nous, ce qu'on souhaite, hein, ce n'est pas aller porter que de la supplémentation, mais essayer de modifier les habitudes alimentaires. On peut se dire, il faut augmenter par exemple notre surcharge en polyphénol en allant consommer des végétaux verts. Sauf que ce n'est pas si simple que ça, puisque des habitudes nutritionnelles, elles ne se changent pas facilement. On le sait, on a tous essayé probablement une fois dans notre vie de faire un régime, on voit combien c'est difficile de changer nos habitudes nutritionnelles. Donc, il y a à la fois cette prise en charge nutritionnelle qui est très importante, qui doit être accompagnée médicalement. Et puis, il y a la possibilité de se supplémenter également. La supplémentation, en France, on sait que les gens se supplémentent, utilisent des compléments alimentaires environ 2 fois par an. Donc, ça reste assez faible par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. Mais c'est très efficace. Et donc, on peut penser qu'une fois qu'on a défini ce pattern, hein, qui pourrait peut-être nous conduire à être plus susceptible à développer des pathologies neurodégénératives ou des altérations de mémoire, on pourra avoir des supplémentations qui seraient plus spécifiques. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. Alors, je passe aux questions des spectateurs, des participants. Alors, la première question, c'était pour participer à l'étude dont vous aviez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des contacts ou une adresse mail que vous pourriez communiquer? Tout à fait. Alors, je vais essayer de revenir. Comme ça, vous pouvez le mettre dans la discussion du webinaire. Exactement. Hop. Voilà. Donc, en fait, nous, on travaille au sein du laboratoire, on travaille avec le CHU de Bordeaux. Et donc, il y a tout un pôle au CHU qui mène ces études cliniques. Donc, il faut contacter ce pôle. Donc, c'est cette adresse mail-là, arc.samsi@chu-bordeaux.fr, où vous pouvez les contacter au 05 57 82 01 82. Et en fait, derrière, donc, il va y avoir d'abord un questionnaire qui est fait à l'oral pour pouvoir d'abord sélectionner les patients. Puis ensuite, il y aura un bilan cognitif qui sera fait. Et donc, si vous êtes pris ou pas dans l'étude, quel que soit le devenir dans l'étude, en tous les cas, vous aurez un retour sur ce bilan cognitif. Donc, c'est toujours aussi intéressant, même si on n'est pas sélectionné, d'avoir ce retour et ce bilan cognitif. Et ensuite, si vous êtes intégré dans l'étude, c'est une étude qui dure 3 mois, qui est rémunérée, et il y aura un bilan cognitif et un bilan physiologique qui sera fait et qui sera communiqué en fin d'étude aux patients. D'accord. Bon. Une autre question sur vos travaux. Est-ce qu'ils sont transposés ou transférés auprès de restauration collective ou du grand public? Alors, nous, on travaille énormément avec des industriels dans le cadre de projets collaboratifs. Donc, la première chose, c'est que toutes nos études, même quand on est dans des modèles animaux, on réfléchit toujours à ce que les doses que l'on teste soient des doses qui soient transposable à l'homme et acceptable à l'homme. Il n'y a aucun intérêt à aller tester des doses, par exemple, de peptides, de petits poids moléculaires qui soient complètement aberrantes, parce que personne ne va aller se supplémenter en consommant, par exemple, 4 grammes de peptides et prendre 4 grammes de gélules par jour, ce n'est pas envisageable. Donc ça, c'est la première chose que l'on a en tête quand on fait ces études-là. Et ensuite, on a actuellement une grosse étude en cours qui s'appelle Silver Brain Food, où on travaille avec à la fois d'autres laboratoires, un laboratoire d'épidémiologie de Bordeaux, avec un industriel bordelais et avec des gens qui travaillent dans les EHPAD, notamment pour apporter la nutrition dans ces EHPAD et qui travaillent sur tout ce qui est texturant pour faciliter la consommation des personnes âgées avec tout ce qui se fait en manger-main, par exemple. Et donc, vraiment, l'objectif de ce projet, c'est d'avoir une vision très, très transversale
de ce que on fait en préclinique pour pouvoir ensuite l'apporter dans la population avec à la fois des outils qui seront digitaux pour pouvoir aller se tester notre niveau nutritionnel, notre niveau cognitif et être en mesure d'avoir des réponses qui soient faites de type, par exemple, ben, il faudrait augmenter notre consommation de poissons gras, etc. Mais également dans les EHPAD pour qu'il y ait des supplémentations qui soient apportées et qui soient facilement consommables par les personnes. Une autre question plus pratico-pratique, dans quel aliment est-ce qu'on va trouver les peptides bioactifs dont vous avez parlé? Tout à fait. Alors, les peptides bioactifs, ce sont, donc dans cette étude-là, ce sont des hydrolysats que l'on avait à partir de dérivés En fait, on essaie beaucoup de travailler avec les coproduits pour essayer de valoriser un certain nombre de produits. On a notamment dans le monde une alimentation, une production alimentaire qui est massive et donc il est important d'essayer d'avoir aussi une vision un peu écologique et de valoriser des coproduits. Donc là, c'était issu de têtes de sardines qui ne sont pas consommées telles quelles souvent par les gens puisque les gens achètent juste les filets. Donc là, c'était un hydrolysat. Mais après, on aussi en trouvait beaucoup dans les algues d'origine, voilà, encore un coproduit d'origine marin. Donc on trouve pas mal de peptides de petits pois moléculaires dans ces produits-là. D'accord. Donc, pas forcément très facilement sur le marché, on va dire, Non, après, on malheureusement. les trouve dans les supplémentations, donc ça se retrouve dans les compléments alimentaires. Donc, il y a ces coproduits issus de dérivés marins. Il y a également des dérivés, il y a le lactium qui est très connu, qui avec ses propriétés anxiolytiques, c'est également des peptides de petits pois moléculaires. Donc, voilà, il y a quand même sur le marché un certain nombre de peptides de petits pois moléculaires qui sont plutôt en termes de compléments alimentaires qu'on trouve donc en pharmacie. D'accord. Est-ce que vous collaborez avec d'autres labos à l'échelle européenne Bien sur sûr. ces sujets-là? À l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Nous, au laboratoire, on a monté il y a quelques années un LIA, c'est Laboratoire International Associé, et un RRI, un réseau de recherche international. Donc le LIA, on l'a monté avec le laboratoire de Frédéric Callon à l'Université de Laval, à Québec, qui, lui, travaille énormément sur les pathologies neurodégénératives. Et donc, on travaille ensemble sur cette question de déclin cognitif et de vieillissement, notamment avec des étudiants en thèse qui sont en co-tutelle dans les deux laboratoires et des projets de recherche communs. Et puis, on travaille aussi avec d'autres chercheurs dans le cadre notamment de ce RRI, ce réseau de recherche international, avec des chercheurs du continent nord-américain, donc beaucoup au Canada, mais également en Italie, en France, avec chacun une spécialité, notamment des gens qui vont être très spécialisés sur le microbiote, des gens plutôt sur la pathologie neurodégénérative, etc. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble dans des projets très collaboratifs et très translationnels où chacun va pouvoir participer et apporter son expertise sur ces projets-là. Il y a une question très intéressante aussi. La question, c'est est-ce que vous pouvez expliquer comment l'alimentation ou cette question de la prévention en termes de nutrition permettrait de ralentir ou diminuer l'impact d'une maladie qui est déjà à un stade avancé et ce, de façon significative? Est-ce qu'il y aurait un plafond de verre, on va dire, sur lequel on ne pourrait pas intervenir? Alors, on sait clairement que quand la maladie elle est installée, nous, on fait de la prévention. On ne fait pas, typiquement sur les pathologies d'Alzheimer, tous les médicaments ont été déremboursés parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et peu d'effets réels. Donc, nous, on ne se place pas du tout sur de la thérapeutique. Ça, on n'est pas capable de le faire. Après, sur de la prévention, quand on est à des stades précoces de la maladie, ce que l'on sait, c'est qu'on est capable de limiter, en fait, par exemple, cette inflammation associée à la pathologie. On est capable de limiter probablement le développement des plaques amyloïdes dans la pathologie d'Alzheimer. Voilà. Et c'est sur ça que l'on travaille, sur ces aspects-là. Et ce que l'on pense aussi, nous, au laboratoire, on travaille peu sur la pathologie d'Alzheimer telle quelle, mais on travaille sur le déclin cognitif. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, les gens, enfin, il y a un continuum en fait dans ce déclin cognitif, et que les gens qui ont un déclin cognitif accéléré, tous ne vont pas de développer des pathologies neurodégénératives. Pour autant, ce sont des gens qui sont plus prompts à en développer, et que si on travaille sur ce déclin cognitif accéléré qui n'est pas pathologique, et ben là, on va pouvoir avoir une action et limiter le nombre de patients qui vont développer des pathologies d'Alzheimer. D'accord. Voilà, clairement, ce qu'on pense, c'est que là, on s'est placé sur des populations, dans nos études, on est à 60, 70 ans. On pense que déjà, on est un peu tard, même si on voit des effets. Et on aimerait vraiment se placer en amont. Et là, les études que l'on mène, c'est plutôt de dire, OK, il faudrait faire de la prévention à 50 ans.
à 40 ans peut-être. Une des équipes du laboratoire qui s'appelle l'équipe NutriMind travaille vraiment sur cette trajectoire cognitive, où comment en fait dès la naissance, hein, tout ce qui est périnatalité, donc périnatalité c'est vraiment avant la naissance et l'allaitement, comment aussi ça peut conditionner notre devenir cognitif. Une question sur le nombre de personnes que vous avez intégrées à ce jour dans les études, enfin dans l'étude en tout cas dont vous parliez. Alors, on a mené un certain nombre d'études. L'étude Neurophénol que j'ai présentée, c'était une étude multicentrique entre le Canada et la France. Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 360 personnes qui ont été recrutées. On a également travaillé sur une étude qui s'appelle NutriMemo, que je n'ai pas présentée ici, qui travaillait, elle, sur l'association entre vitamine A et oméga 3, où là, il y avait un peu plus de 100 personnes qui ont été recrutées. Et dans l'étude actuelle, Brain Booster, on a recruté moins de personnes, mais parce qu'on a un profil de design expérimental qui est très spécifique, et donc on s'intéresse à une sous-partie de la population dans lesquelles on espère avoir des bénéfices avec ce produit. Donc là, ça dépend vraiment des études qu'on mène. Nous, les études, elles sont interventionnelles, donc on est plutôt, on va dire, entre 100 et 200 personnes. Nous, on ne fait pas d'épidémiologie. En épidémiologie, on est sur des nombres bien plus importants. D'accord. Bon, si je peux résumer un petit peu aussi sur des sujets, je pense, qui pourraient intéresser d'autres de nos partenaires. Est-ce que vous avez des recherches en cours sur justement ce dont vous parliez, couplé à l'activité physique? Parce que vous disiez que l'activité physique, c'était aussi un facteur qui permettait de retrouver plus rapidement une bonne mémoire. C'est un facteur qui est très limitant. En effet, on sait que les gens qui ont des diminutions, enfin, qui ont peu d'activité physique tout au long de leur vie sont des gens qui ont probablement plus de risques de développer des démences cognitives. Et que, en effet, quand on maintient les personnes âgées avec une activité physique, on limite la survenue de ces déclins cognitifs. Alors, nous, au sein du laboratoire, on ne travaille pas sur cette activité physique. On le fait dans le cadre de collaboration. Notamment, on a un projet en ce moment qui s'appelle Métabotypage, où on est en train de définir, justement, de screener des marqueurs métaboliques pour essayer de faire le lien entre ce déclin cognitif et un certain nombre de marqueurs. Il y a des équipes qui travaillent en effet plutôt sur tout ce qui est activité physique, la sarcopénie, etc. Mais nous, ce n'est pas du tout notre spécialité. D'accord. Voilà. Mais on travaille après avec d'autres équipes qui font ça. Ok. Mais écoutez, je vois l'heure qui tourne, il est déjà midi. Je vous passe les commentaires qui sont tous, on va dire, très valorisants et avec une remarque comme quoi vous serez bientôt contacté par mail par des étudiants. Donc voilà, je crois que vous avez suscité beaucoup d'intérêt, Avec d'interrogations. plaisir. On est un laboratoire avec beaucoup d'enseignants-chercheurs, donc on prend beaucoup de Master 1 et de Master 2, donc avec plaisir. Pour nos spectateurs, donc, cette présentation est disponible en replay et je vous rappelle également que demain, nous avons notre dernier webinaire et pour ce dessert, donc, ce sera François Berger qui interviendra sur une restauration organisée, un repas réussi et pour des impacts sur la santé des convives. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui y vont, une bonne journée et merci encore pour votre écoute et vous pour votre intervention, Madame Duvel. Merci, très bonne journée. Merci, au revoir.